Depuis 12 ans, avec des moyens restreints, mais votre soutien indéfectible, l'audience de TVL a littéralement explosé. Avec près d'1 million d'abonnés uniquement sur notre chaîne YouTube principale, et notre force de frappe inquiète désormais le pouvoir. Nos analyses sans concession ni caricature dérangent. Lors de la crise sanitaire, nous n'avons eu de cesse de nous élever contre la coercition d'État. Depuis 2022, nous dénonçons cette escalade guerrière d'Emmanuel Macron et ses amis néocons sur le conflit en Ukraine qui pourrait nous conduire jusqu'à un affrontement direct avec la Russie. TVL propose une voie unique, une voie indépendante et sans allégeance. Ce refus des caricatures, des facilités ou des outrances nous place de fait dans la ligne de mire du pouvoir. Ils ont peur de notre montée en puissance. Alors, après les opérations de censure, après les bannissements des plateformes, eh bien, le pouvoir politique a maintenant décidé de fermer nos comptes bancaires. Mais alors, je peux vous le dire, cette nouvelle opération de déstabilisation politique n'aura pas plus de succès que les précédentes. À TVL, on a le cuir épais. On ne se laissera pas abattre. Nous avons déjà accompli les démarches nécessaires et trouvé une solution. Et dès à présent, vous pouvez refaire un don à TVL de façon sûre et sécurisée. Mais évidemment, ces nuisances ont un coût. Celui du temps qu'elles mobilisent, des efforts qu'elles concentrent, des attentions qu'elles redirigent. Et entre nous, je pense que c'est leur but. Ils veulent nous écarter de notre mission première, celle qui les effraie tant, vous informer librement. Alors, c'est à vous de continuer de soutenir TVL, votre média indépendant qui sait piquer au vif le pouvoir. Aidez-nous et donnez-nous les moyens de poursuivre l'aventure et l'accélérer. Je compte sur vous. Bienvenue dans cette nouvelle émission des idées à l'endroit. Lovecraft est un écrivain fantastique dans tous les sens du terme. Il est connu, bien sûr, pour être le créateur de mythes littéraires. On connaît le mythe de Cthulhu, peut-être un peu moins, mais à peine moins, le mythe du livre maudit, le Necronomicon, le mythe des grands anciens. Mais Lovecraft est également porteur d'une véritable vision du monde, vision que l'on pourrait dire a priori ténébreuse, épouvantable, horrifique, mais aussi une vision sous-tendue par un certain nombre de principes, d'idées, d'intuitions de type philosophique et métaphysique, et c'est ce que l'on appelle parfois son cosmicisme. Sans doute serons-nous amenés à y revenir. C'est très paradoxal, cette œuvre fantastique, horrifique, de la part d'un homme qui, par ailleurs, faisait profession de foi rationaliste, matérialiste, quasiment scientiste, qui se définissait comme un athée ou un agnostique, peu importe. Comment cet homme-là, à partir de ces postulats, a-t-il créé une œuvre, semble-t-il, aussi loin de ce qu'ils étaient censés impliquer? Nous essaierons de clarifier cette situation, d'expliquer cette manière de penser, et puis de donner envie, bien entendu, de se plonger dans les contes et les nouvelles de Lovecraft. Nous le ferons avec 4 invités qui tous ont collaboré au dernier numéro de la revue Livre Arbitre, dont le dossier est consacré à Lovecraft. C'est donc un plateau de choix. Nous le ferons donc plus particulièrement avec vous, Christian Doumergue. Vous êtes écrivain, historien, vous vous intéressez beaucoup aux questions littéraires, mais en relation avec la spiritualité au sens très large, avec ce qu'un ancien éditeur appelait, heureusement d'ailleurs, l'histoire mystérieuse. Vous avez publié un grand nombre d'ouvrages et bien sûr un essai sur Lovecraft qui constitue, entre autres mérites bien entendu, mais une très bonne introduction à l'œuvre de Lovecraft et à la quête de Lovecraft que vous avez intégrée en quelque sorte, vous avez revécu sur ses pas. Le voici, donc Christian Doumergue, Lovecraft, et c'est aux éditions de L'Opportun.
Avec nous également Vincent-Pierre Angouillan. Vous êtes graphiste, vous êtes éditeur et traducteur par passion, comme vous aimez à le dire. On vous doit en particulier 2 ouvrages aussi tout à fait fondamentaux des traductions donc, de Lovecraft, épistoliers. Les lettres de Lovecraft font partie intégrante de son œuvre, bien sûr. Donc ce volume, publié aux éditions Saint-Jacques, Lovecraft, lettres choisies du gentleman de Providence, je le montre à nouveau à la caméra, et également un Lovecraft par lui-même, ou Lovecraft, maître de vie, c'est également aux éditions Saint-Jacques, et je le montre à la caméra de la même manière. Avec nous également Aristide Lecate, essayiste, chroniqueur à la revue Éléments, juriste. Vous êtes en particulier spécialiste de Carl Schmitt. Vous lui avez consacré plusieurs ouvrages, dont un Que sais-je dans la collection, aux éditions Pardès, mais aussi à la Nouvelle Librairie, Carl Schmitt et la gauche radicale. Vous venez de publier tout récemment un ouvrage intitulé Polémos, notre père, connaître la guerre d'Héraclite à Julien Freund. C'est aux éditions La Nouvelle Librairie, Institut Iliade, collection Longue Mémoire, et j'y suis autorisé, vous préparez un essai sur Lovecraft, donc, que nous pourrons découvrir avec joie dans les mois à venir. Également avec nous, Jean Montalt, vous êtes journaliste à la revue Éléments, on peut lire vos différents papiers, sur format papier donc dans la revue, mais également sur le site de la revue Éléments. Vous vous intéressez beaucoup aux questions littéraires, aux questions philosophiques, métaphysiques, et vous avez consacré, en particulier, c'est sur le site de la revue Éléments, 2 articles qui constituent 2 études à Lovecraft. La première, donc, intitulée Lovecraft, le rationalisme fantastique. Voilà une alliance de mots, comme on disait dans l'ancienne rhétorique, qui est très parlante lorsque on s'intéresse à Lovecraft. Et une autre étude, donc Lovecraft ou le vertige du cosmos. Donc là encore, nous sommes en plein cœur de ce qui va nous préoccuper pendant cette émission. Alors, Vincent-Pierre Angouillan, j'évoquais votre autoportrait de Lovecraft par lui-même pour faire une redondance. Vous avez traduit donc un certain nombre de textes permettant de comprendre, de Lovecraft, permettant de comprendre qui il était. Pourriez-vous, de manière très simple, brosser un portrait de cet homme, dont je rappelle qu'il est né en 1890, qu'il est mort en 1937, et que l'on appelle souvent soit le solitaire de Providence, ou bien le gentleman de Providence, un être qui lui-même avait une part de mystère. Comment le définiriez-vous ? Le gentleman de Providence, c'est plutôt c'est ma façon de l'appeler. Hein. Oui, mais qui est très pertinente, parce qu'il était très anglais. Oui, il se voulait un gentleman. Alors, il est né dans une famille prospère, dans une sorte de petit manoir. Il a vécu son enfance assez heureuse. Malheureusement, son père a eu un accident, peut-être dû à la syphilis. Il a dû être interné, il est mort rapidement, et ensuite, ce fut son grand-père. Et là, à partir de ce moment-là, tout est allé de mal en pis pour lui. Les moyens ont commencé à manquer, et ça a été une lente décrépitude financière de la famille. Ça explique tout à fait son caractère et comment il allait évoluer plus tard. Il a eu une période où il a failli se suicider. Il a pensé sans arrêt au suicide. Il y a échappé grâce à ses contacts naissants avec le journalisme amateur. Oui. Il faudra dire un mot de ce que c'est que le journalisme amateur, parce qu'en France, on ne comprend pas très bien ce que ça peut être. Et il a collaboré donc à plusieurs revues, a écrit des textes de fiction. Malheureusement, il est mort assez rapidement, en 1937, après un mariage dont il faut bien dire qu'il était raté, franchement raté, et complètement absurde d'ailleurs à certains points de vue. C'est le moment où Lovecraft quitte sa chère Nouvelle-Angleterre pour New York. Oui, il a vécu quelques années à New York, c'est une expérience épouvantable pour lui. Et par contre, il a écrit des lettres merveilleuses quand il rentre dans le Rhode Island, à Providence. Il renaît à la vie. Il lui reste une dizaine d'années à vivre, il ne le sait pas évidemment, et c'est là qu'il va écrire ses plus grands textes. Il est marqué par, vous avez évoqué son grand-père, il est marqué très, très
tôt, très jeune, par les contes, par les Mille et une nuits. Il est attiré comme ça par des univers, à la fois un univers oriental et puis un univers ô combien romain, hein, la romantique. Cette appétence-là, ce goût, ce désir viennent très tôt. Il y a les deux, effectivement. Il est fasciné par les Mille et une nuits, donc il a sa période arabe. Oui. Il s'aménage un coin arabe dans sa chambre d'ailleurs. Il tire sa mère dans des magasins à Providence pour lui faire acheter des objets orientaux. Il s'invente un nom qu'il va reprendre après, hein, Abdul al-Razed, donc l'arabe fou, auteur du Necronomicon, qu'il va porter dès son enfance en fait. Et puis il va découvrir la mythologie. Oui. Il va être fasciné par la mythologie grecque. Mais c'est vraiment la découverte de la romantique qui là va ouvrir à une nouvelle perspective. Il a une familiarité très étrange avec l'époque romaine. Son grand-père voyage en Europe, il ramène des photos, il ramène même des pièces d'époque romaine. Et ces pièces, Lovecraft, enfant, les trouve extrêmement familières. Donc il a ce rapport qui est très fort. Il va même dans les bois autour de Providence. Il dit qu'il a vu comme des pans, des nymphes lui apparaître. Il va aussi s'aménager un hôtel. Donc voilà, c'est un enfant qui est très marqué par l'ailleurs, en fait, par autre chose que sa réalité immédiate. D'ailleurs, enfant, en fait, il amène sa mère sur les premières promenades. Il l'amène dans les quartiers les plus anciens de Providence. L'époque victorienne qui est la sienne est trop bétonnée à son goût. Et donc tout enfant déjà, avant l'âge de 5 ans, dès qu'il peut guider sa mère, il l'amène vers l'ancien. Et c'est ce qu'il va faire, et c'est comme ça qu'il va survivre aussi, notamment sur l'épisode new-yorkais, c'est-à-dire qu'il va aller dans les endroits les plus anciens de New York pour avoir un havre où respirer, où être bien. Il y a chez lui donc un imaginaire païen, pourrait-on dire, enfin en tout cas à un moment de son existence. Et puis il y a, et ce sera constant, ce goût d'une forme d'archéologie mentale, enfin d'archéologie physique, mais il est à la recherche d'un certain nombre de strates de l'être, de strates de l'univers, de strates de l'histoire, qui vont déboucher sur une forme de stratification aux dimensions cosmiques ou cosmologiques, mais il est véritablement en quête. Il veut le présent ne le satisfait pas, ne le comble pas. Il y a chez lui une forme de soupçon d'une réalité autre. Est-ce qu'on peut définir comme ça, est-ce qu'on peut comprendre de la sorte ce qui va le diriger vers cette inspiration, entre guillemets, fantastique? C'est la meilleure définition, il me semble, qu'on puisse donner de Lovecraft. Vous évoquiez le suicide. C'est vrai que le moyen qu'il a trouvé de survivre à la pensée du suicide, en fait, c'est de trouver des brèches dans le temps pour revenir à des époques heureuses de son existence. Il le dit dans une lettre, « Plus jamais je serai heureux. Par contre, je sais qu'il y a des brèches qui existent et que je peux revivre ces instants du passé. » Donc, il y a son propre passé déjà, mais il y a un passé beaucoup plus lointain. Et sur l'archéologie, c'est un archéologue, parce que c'est vrai qu'on a l'image un peu mythique du Lovecraft reclus. Oui. Mais c'est un voyageur aussi. Alors, voyageur minimaliste, parce qu'il n'a pas les moyens de voyager très loin ni très longtemps. Mais enfin, l'exhumation progressive de la correspondance montre qu'il a quand même entrepris pas mal d'excursions, et notamment des excursions, on va dire, archéologiques, à la recherche de vestiges mégalithiques en Nouvelle-Angleterre. Il va voir aussi la tour mystérieuse, par exemple, qui, dans les traditions de l'époque, est une tour d'origine viking. Donc tout ça l'intéresse, vraiment le passionne, et il fait des enquêtes aussi folkloriques, c'est-à-dire qu'il va de ferme en ferme, des fois avec des amis à lui, et il interroge les fermiers sur les croyances locales. On le voit partir, par exemple, à la recherche d'un marais maudit dont il a entendu parler. Il va passer plusieurs jours en quête de ce marais, il ne va pas le trouver, mais enfin voilà, sa démarche est vraiment intéressante, et cette passion pour l'archéologie, évidemment, on va la retrouver dans son œuvre, parce que voilà, c'est un des points qui, pour moi, me parle beaucoup dans l'œuvre de Lovecraft, c'est qu'on va chercher des cités disparues, notamment souterraines, on va trouver des vestiges d'une histoire inconnue de l'humanité, et c'est le grand postulat, en fait, du mythe Lovecraftien. Il existe toute une part de l'histoire de cette terre qu'on ne connaît pas, et que ces personnages vont progressivement redécouvrir. Donc il y a ce versant ethnologue, l'archéologue, mais aussi ethnologue. Vous rappelez Christian Doumer de ses enquêtes auprès de la population et de la population populaire, qui est la dépositaire évidemment de la mémoire la plus ancienne et la moins corrompue, pourrait-on dire. Et puis ces brèches dans le temps, ces stratifications. Alors précisément, lorsque l'on évoque Lovecraft, même quand on le connaît très mal, tout le monde, enfin en tout cas une grande partie
des lecteurs ou même des joueurs en ligne, jeux vidéo, a entendu parler de Cthulhu, qui fait partie de ces grands mythes. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer, j'ai évoqué en introduction Cthulhu, le Necronomicon, vous avez évoqué Christian Doumergue, son auteur, l'Arabe fou, on a parlé également des grands anciens. Quelle est comment peut-on qualifier cette mythologie de Lovecraft et comment s'articule-t-elle avec précisément ce goût de l'archéologie, de l'ethnologie et, même si l'on y reviendra, ces professions de foi scientifiques. Pourquoi le mythe chez cet esprit rationnel et pourquoi ces mythes-là en particulier? Alors, Récit de Leucate. Oui, alors, à vrai dire, quand on parle de Cthulhu, oui. ou Cthulhu, c'est vrai que c'est un mot assez prononçable. Oui. Le mot est lui-même monstrueux. Le mot est absolument assez indicible, oui. empli de toutes les abominations. C'est ça. Alors, ce qui est assez frappant chez Lovecraft, je pense que personne ne me contredira ici, c'est le fait que lorsqu'il a inventé toute cette mythologie, oui. C'est une véritable mythologie, c'est un peu comme Tolkien d'ailleurs, qui a lui-même accouché d'un monde, véritablement. Oui. Il a fait ça de manière un petit peu presque mécanique. Enfin, ça lui est venu, nourri incontestablement de ses lectures qu'il a commencé très tôt, manifestement, à l'âge de 3 ans, selon ses propres confessions. Où il se nourrissait des contes que lui relatait sa mère le soir au moment de se coucher, et puis tout un tas de lectures, et il allait puiser dans la bibliothèque de son grand-père. Oui, et donc, quand il a, si vous voulez, je dirais, accouché, il n'y a pas d'autre terme, de ces mythes, eh bien, il l'a fait de façon presque comme si ça lui avait été inspiré. Évidemment, il ne le dit pas. Il dit pas que ça m'est tombé comme ça. Oui. Mais c'est de l'ordre de l'intuition, alors. C'est de l'ordre de l'intuition, oui, c'est ça. Et de la création poétique. Absolument. D'ailleurs, c'était un véritable poète. Si on devait même refaire une deuxième émission sur Lovecraft, il faudrait même insister sur cet aspect très poétique. Finalement, il a d'ailleurs écrit des poèmes aussi qui ont été traduits. Il a commencé très tôt d'ailleurs, même dans l'enfance, mais il a fait des poésies qu'il a échangées parfois avec ses scrupuleux sur la métrique. Oui, absolument. Il est un grand spécialiste. C'est cette rigueur à nouveau. Un grand spécialiste en plus de métrique, etc. Donc, et c'est vraiment un poète. C'est un poète dans tous les sens du terme. Quand il a dans sa très nombreuse correspondance, il échange des poèmes avec des auteurs, etc. Bon, il était très influencé par Lord Dunsany, Edgar Poe, évidemment. Edgar Poe, qui est un maître pour lui. Voilà, Poe a été le maître de Lovecraft, comme Lovecraft est le maître de Stephen King, autre auteur, donc peut-être on reparlera tout à l'heure. Mais, et c'est vrai que cette mythologie très cosmique part de l'idée finalement assez simple entre guillemets, mais pas si simple finalement, chez Lovecraft, que il est très nietzschéen, il décrète à sa façon la mort de Dieu. Dieu, il répudie Dieu. D'ailleurs. Et avec lui le sens, et avec lui la raison, et avec lui toutes les assurances que les hommes peuvent fallacieusement constituer, il les pulvérise à coups de marteau, comme Nietzsche. Ah, mais complètement. C'est vraiment c'est un Nietzsche littéraire américain. Et il confronte finalement l'homme. C'est très intéressant sur le plan philosophique d'ailleurs, et même politique. Il confronte l'homme finalement à son insuffisance cosmique, abyssale, face à des phénomènes qu'il ne s'explique pas, auquel d'ailleurs il prête certains traits religieux, évidemment, une certaine signification métaphysique, mais il dit, mais finalement, non, l'homme n'a rien compris. Il y a en face Cthulhu et les grands anciens, cette tératologie, véritablement cyclopéenne, pour employer un terme Lovecraftien, issu de mondes préhumains, etc., venus
du fin fond de l'espace. Et il dit, mais ces monstres-là, n'ont aucun sens moral, ont même parfois une culture, une civilisation qui vous échappe à vous, à nous, pauvres humains. Et nous n'y pouvons rien. Et c'est ça qui rend... En même temps, alors je ne veux pas monopoliser la parole, pardon, mais c'est ça qui rend, je dirais, à la fois terrifiant la lecture de certaines de ces nouvelles. C'est vrai que moi, je me souviens de lectures que j'ai commencé quand j'étais ado, et que je poursuis encore. Souvent d'ailleurs. Ah ben oui, je les poursuis encore. Et on frissonne délicieusement, parce qu'on se heurte véritablement à des créatures de notre temps, de notre monde. Très insidieuses. Très insidieuses. Et alors, le grand génie, c'est pour ça qu'en ce sens, c'est pourquoi il peut apparaître comme un auteur majeur dans la littérature fantastique, c'est véritablement qu'il rompt la tradition avec les ghouls, les vampires, les loups-garous, etc. Il imagine véritablement Cthulhu, cette espèce de monstre qui dort... De la pieuvre, enfin... C'est ça, oui, un mélange de calmar, de pieuvre, avec des ailes de chauve-souris, enfin, c'est totalement invraisemblable. Mais voilà, il rompt avec une certaine... tératogonie, je ne sais pas comment on peut appeler ça, traditionnelle, où finalement, on avait les monstres un peu classiques, les vampires, etc. Les fantômes, tout à l'heure. Et lui, non, il imagine quelque chose qui vient du fond. Et alors, non seulement qui vient du fond des entrailles de la Terre, mais en plus qui manifestement n'a pas disparu, qui peut un jour revenir. Oui, ressurgir. Alors justement, Aristide Lecate, vous citiez Stephen King, effectivement, qui est un des maîtres de la littérature d'horreur. Stephen King dit, je ne sais pas si c'est à propos de Lovecraft, mais il évoque ce retour, enfin en tout cas cette nouvelle modalité de l'épouvante et de la terreur. Il l'associe au reflux des représentations religieuses, symboliques, au reflux de leur caractère opératif, en quelque sorte. Pensez-vous, Jean Montalt, que précisément ce type de vision du monde, puisque c'est de vision du monde qu'il s'agit, ressorti également, enfin en tout cas est ressorti presque au sens où le monstre surgit, mais est rendu possible dans un monde où en effet Dieu est mort, à la Nietzsche, si j'ose dire, et où ce qui domine, ce sont les monstres ou les diables. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une des possibilités d'interprétation ? Oui, je pense qu'il saisit un esprit du temps, ou presque même qu'il le suscite d'une certaine manière. C'est qu'en effet, il y a la disparition des dieux, donc le crépuscule des dieux. Oui. Parce que les dieux païens aussi sont évacués, parce qu'en effet, on a évoqué dans son enfance, il se déclare fervent païen, et finalement, en fait, toute métaphysique est complètement dissoute. Absolument. Dans un matérialisme total, c'est-à-dire les monstruosités ne sont pas des monstruosités surnaturelles qui attaquent l'homme, sont des amas de cellules, des amas d'atomes. Éminemment naturels et organiques. Éminemment naturels, organiques, même tératologiques, mais organiques tout de même. Et il prend acte aussi des avancées scientifiques les plus récentes. Enfin, en l'occurrence, c'est l'un des premiers à s'intéresser à la nouvelle physique, que ce soit la mécanique quantique ou la théorie de la relativité. Il voit bien qu'on est dans un monde où l'homme est désorienté, parce qu'il n'y a plus d'Orient en tous sens, d'une certaine manière. Et donc, c'est à la fois la disparition de Dieu, mais c'est aussi la disparition de l'homme. Qui n'est plus que, à la périphérie d'un univers infini, qui se soucie guère de ses desiderata. Voilà. Oui, qui est une forme d'insecte, comme un insecte serait vis-à-vis de nous, vis-à-vis de l'humanité. Eh bien, l'homme est un insecte pour ces grands anciens. C'est pour ça que, d'une certaine manière, c'est presque un précurseur de l'anti-humanisme qui a été à la mode à l'époque de la déconstruction, quand c'était encore en vogue. Donc, il a vu la mort de Dieu, mais la mort de l'homme aussi, en plus. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que, puisqu'on a également cité le nom de Tolkien, c'est tout à fait logique, il serait l'un et l'autre une face lumineuse et une face sombre d'un imaginaire, au fond, assez voisin. Est-ce que l'on peut comprendre l'œuvre de Lovecraft comme une inversion du modèle métaphysique ou du modèle biblique ? Je vous donne un exemple tout simple, le Necronomicon, donc ce fameux livre maudit de l'arabe fou, pourrait être une inversion du livre biblique ou évangélique, et les grands anciens pourraient être une inversion
par exemple des anges, des dieux, ou bien d'un dieu lumineux. Est-ce qu'on peut, d'après vous, raisonner purement en termes d'inversion, et donc d'inspiration à rebours, ou bien est-ce trop schématique? Qu'en pensez-vous? Christian Doumergue, et puis Aristide Lecâtre. Christian Doumergue, je vous en prie. Je pense que pour comprendre aussi ce mythe des grands anciens, il faut se pencher sur les sources de Lovecraft. Oui. C'est-à-dire que ça ne lui vient pas de nulle part. Oui. Alors, effectivement, Lovecraft dénigre toutes les croyances humaines puisqu'il considère que l'homme est insignifiant dans un ensemble infini, donc c'est un grain de poussière, et tout ce qui est transmigration de l'âme, existence de l'âme, effectivement, il le dénigre. Mais en revanche, pour s'inspirer pour ses écrits fantastiques, il va aller lire du côté des théosophes, il va aller lire du côté de Charles Fort aussi, donc Charles Fort qui a écrit un livre qui s'appelle Le Livre des damnés, en fait, qui s'intéresse à tous les faits scientifiquement mis à l'écart parce qu'on n'arrive pas à les expliquer par la science. Et donc c'est intéressant parce que aussi bien du côté des théosophes que de Charles Fort, en fait, on a tout ce mythe des grands anciens qui est déjà là, puisque Fort explique dans son livre que on a des traces de visiteurs extraterrestres sur Terre dans des âges très reculés de l'humanité. Et les théosophes ont le même postulat. Alors évidemment, Lovecraft va prendre à rebours ses croyances, c'est-à-dire que les théosophes évoquent des visiteurs positifs venus nous instruire en quelque sorte à différentes époques. C'est le progressisme théosophique en quelque sorte. Hein. Donc voilà, c'est une rationalisation des croyances, on va dire, des croyances religieuses traditionnelles. Lovecraft, effectivement, va en faire des visiteurs complètement indifférents à notre sort, qui au mieux nous observent, au mieux sont négatifs, au pire sont négatifs. Voilà. Ils peuvent susciter malgré tout des attitudes religieuses. On le voit dans l'appel de Cthulhu, par exemple. Oui, mais oui, qui se forment. Voilà, un culte, c'est ça que j'évoquais aussi. C'est des religions tribales, et lui qui voit comme quelque chose de dégénéré, c'est comme ça qu'il le décrit en tout cas, sont souvent des hordes tribales qui voient un culte complètement irrationnel et souvent sacrificiel. Absolument. Et c'est souvent, d'ailleurs, c'est souvent un homme de science, un homme cultivé, instruit, qui va devenir la victime. C'est ça, jusqu'à la folie. Voilà, excellent, jusqu'à la folie ou le sacrifice sanglant. Voilà. Mais il y a ce rapport un peu ambigu en fait à la connaissance dans ces personnages, c'est-à-dire que la connaissance engendre la folie. C'est ça qui est, c'est une espèce d'antignose en fait, Lovecraft. C'est-à-dire que quand on ne peut pas supporter la vérité parce que la vérité est terrible, et c'est pour ça qu'il vaut mieux vivre dans l'innocence et l'ignorance. C'est un thème qui revient constamment à travers ces personnages qui effectivement tous deviennent fous. Mais parce qu'ils ont vu la vérité du monde et du cosmos et qu'ils n'ont pas supporté ça à leur échelle humaine. C'est très nietzschéen aussi. Quand Nietzsche dit la sagesse doit mettre des limites à la connaissance, c'est exactement ce qu'il dit. Oui. Alors, Aristide Lecâtre, vous souhaitez ajouter l'hypothèse que vous avez évoquée, qui est vraiment intéressante. Moi, ce qui est frappant quand on lit les nouvelles, les longues nouvelles, parfois même des véritables romans. Vous pensez au Tertre, par exemple, l'affaire Charles Sterwald, qui sont des véritables romans, c'est pas plus vraiment des nouvelles, quoi. Enfin, parenthèse fermée. Mais ce qui est frappant, c'est le vocabulaire utilisé. Alors, je parle sous le contrôle de Vincent-Pierre Angouillan. Vincent-Pierre Angouillan, qui est un traducteur qui lit Lovecraft dans le texte, mais qui est frappant, c'est l'utilisation d'un champ lexical, finalement, religieux, voire même chrétien. Pandémonium, diabolique, impie. Blasphématoire. Exact. Tout un tas de et c'est à chaque fois. Je me suis amusé d'ailleurs, il y a pas très longtemps, à relever. Je crois que c'était notamment je relisais le Cauchemar d'Innsmouth, et je relevais le vocabulaire utilisé dans l'édition française, certes, mais et c'est frappant de voir que finalement, et ça rejoint ce que vous dites d'ailleurs. C'est-à-dire que finalement, il y a chez Lovecraft une répudiation clair de la religion, du christianisme, du catholicisme particulièrement, mais du christianisme de manière générale. Mais on peut effectivement voir le Necronomicon et tout un tas toute sa cosmogonie horrifique comme étant l'envers, véritablement le négatif, me semble, du christianisme. Et c'est frappant de voir que les termes qu'il emploie sont des termes que l'on verrait très bien dans la bouche d'un exorciste catholique. C'est frappant. Saint Jérôme disait Satan est le singe de Dieu. C'est peut-être ça. Mais donc, moi je dirais que là-dessus, et ce serait intéressant aussi de creuser la question, de voir s'il n'y a pas finalement chez Lovecraft alors on ne sait pas comment, quand il est mort, il a fait s'il a eu
s'il a voulu se confesser comme... Non, se convertir, sans repentir. Ouais. Je me demandais, Vincent-Pierre Angouillon, vous êtes d'accord, vous qui êtes traducteur de Lovecraft, donc ces mots-là, ce champ lexical qu'a relevé Aristide Leclerc. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais il a évacué toute transcendance, je crois, à l'âge de 5 ou 7 ans. Très tôt. Parce qu'il a vu que le Dieu ressemblait un peu trop au Père Noël, et comme il croyait déjà plus au Père Noël, il s'est dit, bon, c'est un peu la même chose. Ouais. À partir de ce moment-là, bon, bah, il est seul, seul dans l'univers, et il doit trouver des raisons de vivre. Alors bon, il les a trouvées à la fin, malheureusement, parce que ce qui est triste à dire, c'est que dans la dernière année, en 1937, on dirait pas qu'il reprenait goût à la vie, mais par rapport à ses jeunes années, il était le plus heureux de vivre. Il découvrait la politique, et malheureusement, il tombait dans un socialisme un peu étrange, mais enfin, qui n'avait rien à voir avec son engagement Tory, si on peut dire, des débuts. Absolument. Mais on va en parler, il revivait à lui-même, et malheureusement, bon, bah, il est mort cette année-là. Voilà. Vous vouliez ajouter, Christian Bobert Pour aller dans le même sens, c'est vrai qu'il a écrit aussi un livre sur les contes, sur la croyance aux fées. Il a écrit un article là-dessus, et c'est intéressant parce qu'on retrouve le même jugement qui, au final, est très chrétien. C'est-à-dire que il postule que, comme d'autres, Margaret Murray a fait la même chose, que le folklore des fées, en fait, a gardé le souvenir de la survivance d'autres cultures que la nôtre, en fait. Donc d'autres espèces d'hominidés qui auraient vécu et survécu plus tard qu'on ne le pensait. Lovecraft adhère à cette croyance-là, et il parle effectivement du culte dégénéré, des sorcières, du sabbat. Donc en fait, il a ce même regard-là, très chrétien au final, sur les sorcières et le sabbat des sorcières. Donc ça, c'est un point intéressant. Et alors, sur la fin de la transcendance chez lui, il y a effectivement deux mécanismes. Il y a aussi le fait qu'il était terrifié par ses cauchemars d'enfant, puisque ça, c'est un épisode vraiment fondamental dans la vie de Lovecraft. C'est-à-dire qu'il est pris très jeune de cauchemars abominables, où il voit les décharnés de la nuit, par exemple, qui sont les créatures qu'on va retrouver dans les montagnes hallucinées. Il a ces paysages tout à fait terribles, où on voit des montagnes, des pics acérés, avec des grottes qui s'ouvrent, obscures. Donc il y a tout ce côté-là effrayant chez lui. Et à un moment donné, il va dire que ça n'existe pas. Et à partir de là, il a 8 ans à peu près, ça va aller beaucoup mieux. Il abandonne la croyance au surnaturel en voyant que s'il ne prête pas une réalité à ses rêves, eh bien, il le vit beaucoup mieux, et la terreur est moins forte. Donc, c'est un mécanisme de défense, alors aussi, simple, d'une certaine manière. Oui, un mécanisme de défense, oui, absolument. Lovecraft était un rêveur extraordinaire. S'il dit la vérité dans sa correspondance, il était un rêveur fantastique comme il n'en a jamais existé. Il raconte un de ses rêves qui dure une quinzaine de pages, rêve qui court sur plusieurs jours. Il est un Romain qui fait partie d'une légion, et ils vont dans des montagnes, et ils sont attaqués par des petits hommes noirs, enfin des histoires épouvantables. Et ce rêve dure une semaine. Il tient tout seul... comment ? Oui, c'est une forme d'inspiration, là aussi, ou d'intuition. C'est incroyable. On a du mal à croire qu'on puisse rêver sur une semaine. Oui. Parce qu'il s'endort dans le rêve, il se réveille. Il se réveille le matin. Tous les personnages, sa mère dans le rêve, ont des noms romains. Il a des textes romains qu'il lit dans le rêve et qu'il est capable de citer après. Lucrèce, il se rappelle qu'il était en train de lire Lucrèce quand on est venu le chercher. Il confesse même, d'ailleurs, il commence à écrire alors qu'il rêve encore. Il est à peine réveillé, il va à sa table de travail et il couche tout de suite. Ça lui arrive aussi. Oui, on est dans un univers où le rêve et la veille sont finalement marche l'amble, absolument, sont tout à fait l'un et l'autre liés. Vous avez évoqué, Jean Montalt, le caractère sacrificiel qu'on retrouve dans un certain nombre de nouvelles ou de contes de Lovecraft, et vous avez mis l'accent sur ce processus de dégénérescence. C'est aussi quelque chose, je crois, de décisif chez Lovecraft. On a bien vu le caractère ténébreux de l'être, du cosmos, disons, le caractère insignifiant de la pauvre et misérable créature humaine qui n'a aucun poids, aucun sens, aucun intérêt. Il y a chez Lovecraft un sens très vif du déclin également, de la décadence, appliqué d'ailleurs à un grand nombre de domaines.
politique, biologique, et donc organique aussi, naturel. C'était un lecteur de Spengler, je crois. Quelle est, d'après vous, Jean Montalt, cette importance de ce regard qui est évidemment aux antipodes de ce que j'ai appelé tout à l'heure en souriant le progressisme théosophique, hein, où l'on irait d'incarnation en incarnation, mais toujours vers un accomplissement de soi. Pourquoi cette vision de la décadence? Elle repose sur quoi? Alors, elle repose sur quoi? C'est difficile à dire, parce que vous avez cité la lecture de Spengler, il y a aussi la lecture de Gobineau, mais Spengler prend beaucoup plus de place malgré tout, notamment dans sa correspondance. Oui. Je crois qu'il adhère pour l'essentiel à cette vision-là, avec une spécificité, c'est que pour Lovecraft, le fait de la civilisation, c'est l'Empire romain. Après tout, n'a fait que péricliter. Il a aussi un goût prononcé pour le XVIIIe siècle anglais, notamment sur le plan stylistique, mais il a une formule, bon, c'est peut-être à moitié humoristique, mais il dit tout a dégénéré lorsqu'on a abandonné les perruques poudrées. Bon, c'est assez significatif. Donc il a un côté très classique. Il peut y avoir aussi des raisons plus intimes et plus biographiques, tout simplement la dégénération de sa propre famille. Oui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit dans une mythologie personnelle aussi, qui se veut appartenir à une lignée. Sa formule, c'est une noblesse de pure race, quelque chose comme ça. Oui, il y a un fantasme aristocratique, disons, à certains égards, voilà. Entre guillemets. Alors que bon, enfin, en tout cas sur le plan strictement, on va dire psychiatrique, biologique, c'est autre chose. C'est l'inverse. Voilà, exactement. Ah, c'est une dégénération. Et donc je pense que ça peut être un mythe compensateur, mais c'est aussi, il a une vision du monde décliniste, donc spenglerienne. Il y a aussi le dégoût des grandes villes, hein, par exemple, enfin, des grandes villes cosmopolites, en particulier après son séjour à New York, ça l'a énormément marqué. Et je pense que ça a aussi intensifié son dégoût de la modernité. Oui. Voilà. Après, je crois, du point de vue personnel, en complément, il faut dire aussi qu'il a cet ancrage dans le passé qui est très important sur sa vision et sa condamnation du modernisme. À Providence, par exemple, il va chercher les endroits qui n'ont pas bougé depuis son enfance. Ouais. Parce que quand il y va, il revit. Ah, il s'y retrouve. En fait, il s'y retrouve. Et il y a cette volonté constante en fait, de retrouver le passé, donc d'une certaine fixité. Les cimetières, c'est aussi pour ça qu'il les côtoie. C'est-à-dire qu'il y va avec des amis pour se raconter des histoires à la Edgar Poe. Oui. Mais il y va aussi, et ça c'est très clair, il le dit, parce que là, il a l'impression d'être au XVIIIe siècle. Donc il va dans les parties les plus anciennes du cimetière. Et un jour, il dit à sa femme, à Sonia Green, que là, il a l'impression d'être revenu dans ce cimetière où ils se trouvent à ce moment-là tous les deux, d'être revenu véritablement au XVIIIe siècle. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est finalement très personnel au-delà des enjeux politiques et sociologiques, qui est l'expérience du passé. Lovecraft, c'est un être c'est une âme du passé parce qu'il a une sensibilité. C'est Barbet d'Aurevilly. Un prophète du passé. Voilà. Hein, vous rappelez la formule en effet de Barbet. Et il fait même des rêves. Alors effectivement, vous parliez de la richesse de ses rêves. Moi, les rêves me fascinent. Et il en fait un justement après avoir assisté à une conférence sur Franklin. Il va faire un rêve où il chevauche avec lui. Donc il est retourné dans le passé. Il voit une espèce de brume et à travers la brume, il voit les buildings de son époque. Il voit les automobiles, et donc et c'est quelque chose qui va arriver en 1935, lui dit une voix. Donc c'est un cauchemar du futur, en fait. Voilà. Et lui-même, à ce moment-là, était revenu dans le temps, au XVIIIe siècle, et il voit cette horreur du futur arrier. Jean Montalt, je vous en prie. Ajouter, parce qu'il y a un texte, mais je crois que c'est dans la correspondance aussi, où ça rejoint ce que vous dites, mais c'est pour montrer que c'est aussi un être complexe et contradictoire. C'est qu'à la fois, c'est presque un hyper-moderne, en tout cas dans son rapport aux sciences, au matérialisme, etc. Et en effet, quelqu'un qui a le goût du passé. Alors il dit, j'ai une nature tripartite, le goût de l'étrange et du fantastique, le goût des réflexions abstraites et de la science, et le goût du passé et du permanent. Donc, vous le disiez. Voilà. Il y a aussi chez lui, du coup, une quête d'une forme d'innocence. Vous pensez que on peut le dire, hein? Est-ce que ce regard tourné vers l'enfance de Providence, vers l'enfance, vers ce milieu,
éminemment familiers, des lieux connus, reconnus, arpentés. Est-ce que c'est une manière pour lui, comme le petit enfant, de se rassurer et de retrouver, de se garder là aussi de ces monstres? C'est une manière on peut le comprendre comme ça. Il y a une quête presque enfantine d'innocence chez Lovecraft ou pas du tout? Moi, je le vois comme ça, oui. Je le vois comme ça. Il dit, si je retourne dans la maison, je vais revoir ma mère, je vais revoir mon grand-père, parce que rien n'a bougé. Donc, voilà. Il y a cette quête de l'enfance qui est là, qui est très claire et qui va le suivre, à mon avis, toute sa vie. Et la quête de l'innocence, c'est aussi, parce qu'on a cette image très noire de Lovecraft, vue au prisme de son œuvre et vue au prisme du mythe qu'on a créé sur lui. Hein. C'est pas quelqu'un de haineux, c'est pas quelqu'un il adore les chats, il a tout un parcours dans Providence où il passe voir les chats, les nourrir, enfin, etc. C'est d'ailleurs un homme exquis, y compris avec ses il est très loin proches, aussi dans sa réalité de l'image très noire. Et quand on lit ses correspondances aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit se retirer en pleine journée dans des bois très bucoliques pour lire dans des bois au soleil. Donc Lovecraft, c'est pas que la noirceur. Il y a aussi ce rapport à la nature et à la nature inchangée qui, à mon sens, est très fort chez lui. Aristide Lecate, vous vouliez rajouter je ne suis pas assez expert pour dire s'il il cherchait, à travers son œuvre, à retourner vers l'enfance, mais je pense que sa complexion aussi personnelle faisait que, je crois que c'est vous qui l'avez dit, il était finalement très jeune, il a été guetté quand même par des épisodes sérieux, de dépression, etc. Donc, est-ce qu'il ne cherchait pas tout simplement une certaine sécurité évidemment, la maison de sa mère, une ville qu'il connaît bien, qui lui est familière. C'est quelqu'un, je pense que je le vois comme quelqu'un finalement qui cherche, qui fuit le bruit, même si ses œuvres tonnes véritablement. Il y a des tonnerres, des monstres qui sortent. Tremblement de terre. Tremblement de terre, voilà. Mais lui, je le vois plutôt. Et d'ailleurs, c'est trick. On ne va pas faire de la psychologie de bazar, mais dans sa correspondance, c'était quand même assez symptomatique de voir une correspondance aussi importante. Comme si, alors en même temps, c'est quelqu'un qui ne fuit pas nécessairement la vie sociale. Hein. Il a des amis, mais il a aussi il se fait aussi beaucoup d'amis, sans même les avoir jamais vus, par une correspondance là aussi dense, quoi. Et donc je pense qu'il y a quelqu'un qui recherche plutôt la sécurité, qui recherche. Vous parlez des chats, mais c'est vrai, le chat, entre le chat et le chien aboie, le chat miaule et puis le chat. C'est la discrétion même aussi. C'est la discrétion même, absolument. Son texte que vous avez. Le chat est un gentleman. Traduit. Oui, le chat est un gentleman. Le chat, c'est ça. Est-ce que le chien est un gueux? Il est aristocratique, alors que le chien est démocratique. Voilà. Et presque plébéien. Mais c'est ça, mais les pages qui... C'est un autoportrait, hein, complètement. Son texte sur les chats et les chiens, mais très amusant. Très amusant. Il faudrait quand même juste dire que c'était... Parce qu'il y a un peu une légende noire sur Lovecraft. Oui. Il faut dire que c'était un brave type. Oui. Un type très sympathique. Très aimable. Comme Nietzsche, d'ailleurs, par parenthèse. Hein. L'homme Nietzsche était d'une grande bienveillance. Hein. Et Lovecraft était capable de correspondre avec une vieille dame, une certaine Toldridge, pendant des années, et à lui corriger les poèmes qu'elle lui envoyait, sans un mot, trop gentiment et gratuitement. Donc c'était quand même... Et sans aucun intérêt pour lui. Hein. Absolument. On ne peut pas dire qu'il flattait les gens pour... Alors, vous avez la parole, Vincent-Pierre Anguillang, gardez-la, je vous prie. Vous connaissez très bien le Lovecraft épistolier en particulier. Bien sûr, hein, je rappelle la traduction d'un certain nombre de lettres. Comment le qualifieriez-vous et en quoi la correspondance de Lovecraft est-elle partie intégrante de l'œuvre d'après vous? Quel est son prix? Quel est son intérêt? Je ne dirais pas qu'elle est partie intégrante de l'œuvre. Oui. Je dirais qu'elle est une sorte de roman à elle toute seule. D'abord, il y a des dizaines de milliers de lettres. Hein. Oui. J'en ai traduit environ 3 ou 400, peu importe. J'ai dit ailleurs qu'elle traçait une espèce de portrait en creux d'un type complètement étrange, une personnalité littéraire. Oui. Et donc, lire ses lettres, c'est apprendre des tas de choses sur son époque, sur ses amis, sur les autres écrivains, sur la technique d'écriture. Il y a des lettres où il se raconte, mais il y a des lettres où il parle aussi de son travail. Et finalement, quand on lit les lettres, quand on les accumule, il naît une espèce de personnage
très étrange, un peu proustien, hein, qui vit la nuit et dont on devine qu'il aurait été un personnage de roman si jamais il avait eu le courage et la volonté, parce qu'il ne voulait pas le faire, mais d'écrire un roman d'apprentissage, ce qu'on appelle un roman d'apprentissage, de sa propre jeunesse, de sa propre vie. Oui. La correspondance, on a évoqué le Lovecraft, donc politique, enfin de manière très rapide, en insistant beaucoup sur ce versant spenglérien, donc sensibilité au déclin, à la décadence. Lovecraft est également très connu pour avoir tenu des propos, en particulier dans sa correspondance, très politiquement incorrects. Cet antimodernisme que l'on a évoqué à différents titres, à différents degrés de Lovecraft, quelles sont ces manifestations? Pourquoi est-il aussi hostile au monde moderne? Est-ce parce que, précisément, son âge d'or serait l'âge impérial romain, admettons, hein, c'est une possibilité. Est-ce parce que les contes du progrès lui paraissent, alors pour le coup, véritablement horrifiques, et ô combien plus horrifiques que ses propres histoires? Est-ce parce que il y a ce sentiment de dégénérescence, et cette vision de la dégénérescence? Et en quoi, enfin d'après vous, c'est une question vraiment que je vous pose, qui est presque naïve, mais il y a des lectures parfois métaphorique de l'œuvre de Lovecraft, de l'œuvre fantastique de Lovecraft, donc des contes, des nouvelles, en disant que ces monstres-là, finalement, c'est une manière de restituer une monstruosité urbaine, une monstruosité moderne. Quel est votre sentiment à ce propos? Alors, oui, juste une parenthèse sur son rapport à Rome, en fait. C'est pas tellement un rapport politique, au final, ou un rapport de modèle de société. Lui-même le dit, je comprends pas pourquoi j'ai ce lien avec Rome. Il dit les Grecs sont plus brillants que les Romains, les peuples du Nord sont plus fascinants, plus charmants, donc je devrais être plutôt porté vers eux, mais c'est avec Rome que j'ai ce lien-là, donc c'est pas une admiration en fait politique comme on peut en avoir, c'est vraiment un lien plus profond et plus mystérieux. Voilà, et ça, plus subjectif aussi. Et voilà, c'est pas objectivement, lui-même ne comprend pas pourquoi il a cet attrait, mais il dit je me sens romain. Passé une certaine période, hein, effectivement il se sent anglais, mais passé une certaine période, il dit à partir de là je me sens romain, et notamment sur les confins de l'Empire romain, en centurion, il se voit dans différents rôles. Il y a des périodes où toutes les nuits il rêve qu'il est romain. C'est quand même fascinant comme Absolument. Et lui-même ne pourra pas se l'expliquer. Et d'ailleurs, il va essayer de l'expliquer. Hein. Alors, il ne croit pas à la réincarnation, donc c'est pas une piste qu'il va explorer, mais il va explorer la mémoire génétique. Hein, c'est-à-dire qu'on parle déjà des gènes à l'époque. On a certaines correspondances, et c'est en ça que c'est éclairant, où il parle clairement de ça. Et dans certaines correspondances, même du côté de ses lointaines origines anglaises, il se demande si un centurion ou un romain n'aurait pas pu rencontrer sa lointaine famille anglaise et lui passer des gènes à ce moment-là. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur ce rapport à la romanité de Lovecraft, qui est un des grands mystères de son existence. Ouais. Jean Montalt, vous vouliez ajouter sur ces versants politiquement incorrects. C'est difficile à dire parce que je pense qu'il coche toutes les cases du politiquement incorrect. Donc il faut aller traiter les questions. Il n'est pas démocrate. Il ne croit. Il est très favorable à l'idée hiérarchique. Oui. Il a une vision du monde, disons, qui est très traditionnelle. Je vous avais employé le mot Tory, je crois, à un moment, Vincent Pierre Angouillan. Oui, Absolument. Il y a même aussi sur le plan strictement littéraire, on parlait de sa passion de la métrique. Il a des textes aussi où il fulmine parce qu'il y a des mots d'argot qui apparaissent dans certains textes, notamment des magazines dans lesquels il est publié. En fait, la décadence est de toutes sortes, même vestimentaires. Quand on lui vole ses costumes dans son appartement new-yorkais, voilà, c'est terrible pour lui. Parce qu'il y a une tenue dans tous les sens. C'est-à-dire, ça se voit presque physiquement sur lui. C'est quelqu'un qui se tient droit. C'est quelqu'un qui... il a des idées aussi sur la question raciale qui aujourd'hui serait compliquée à défendre. La 17e chambre serait vraiment surchargée de Lovecraft. Il serait là toutes les semaines. Et ça tient une place importante. Et pour autant, je crois que c'est une de ses tantes qui dit ça. Il dit, malgré en gros toute la haine qu'il éprouve, toute la colère qu'il éprouve pour le déclin sur ce versant-là, notamment de l'Amérique, un homme de ma classe ne peut pas avoir des propos, disons, agressifs. Donc même là-dedans, il y a une retenue. Donc il y a quelque chose d'aristocratique, mais d'aristocratique très incarné.
Et c'est vraiment un exilé. Par exemple, je pense au rapport de Charles Baudelaire à Edgar Poe. Oui. Charles Baudelaire, il dit, mais comment ça se fait qu'un Américain, il est né sur ce sol... Non, je crois que c'est Bernard Lévy, il dit, Edgar Poe est né sur ce sol anti-littéraire. Oui, anti-métaphysique, anti-littéraire, etc. Oui. Mais en réalité, Edgar Poe, c'est pas aussi marqué que Lovecraft. Edgar Poe même disait, il faut une déclaration d'indépendance des lettres américaines. Il voulait créer une littérature indigène particulièrement américaine. Alors que Lovecraft, c'est vraiment un exilé. C'est un partisan de la couronne. Il a des disputes au sein de sa famille pour ça. Je ne suis pas américain, je suis sujet de Sa Majesté. Ouais. Donc c'est extraordinaire. Aristide Lecâtre. Pour continuer à essayer d'apporter une réponse à votre question. Alors, je suis d'accord. C'est quelqu'un qui, Lovecraft, me semble-t-il, qui est profondément européen. Cette vieille Europe, britannique en plus, vraiment, on voit vraiment vers ses préférences. Il défend d'ailleurs l'aristocratie britannique, il a un esprit très britannique d'ailleurs, il lui-même revendique. Cela dit, sur ce côté politiquement incorrect, quand on regarde Lovecraft, on a l'impression d'un être, c'est pas le seul, vous allez me dire, et nous-mêmes, nous sommes animés de 1001 contradictions. Il est profondément contradictoire, quand même. J'ai été frappé, là aussi, notamment dans cette correspondance, et même ailleurs, de voir que, alors, il exècre, à un moment donné, il n'a pas de propos assez durs, sur les Noirs, les Italiens, les Juifs, notamment pendant son épisode new-yorkais d'ailleurs, quand il suit... Pardon ? Et les Français. Oui, les Français. Et les Français, absolument. Oui. Dans votre ouvrage, vous avez un chapitre important sur Lovecraft et les Français qui n'est pas piqué des verres. Mais on a retrouvé, même si c'est pas quelque chose qui est forcément prégnant, peut-être notamment dans sa correspondance, mais des moments, alors ça rejoint ce que vous disiez, on dit, quelqu'un de ma classe doit peut-être se modérer un peu, et parce qu'il dit, finalement, j'ai aucune prévention contre les Noirs, notamment, contre les Juifs, contre personne. Et si je devais risquer peut-être une hypothèse, je crois qu'il est profondément anard de droite. C'est un anarchiste Tory. Comment ? Oui, il a un côté anard de droite, en effet, anarchiste Tory, il y a ce parce qu'il est... Et finalement, parce qu'on le voit à un moment donné, au moment de la Grande Dépression, il soutient quand même... Voilà, c'est le New Deal, Roosevelt. C'est ça, il soutient quand même quelques politiques concrètes du New Deal. L'augmentation des salaires, exactement. La réduction du temps de travail. C'est ça, soutien de l'État à l'État. Absolument, et c'est assez... Alors, mais dans le même temps, si vous me permettez il a été aussi assez critique aussi vis-à-vis du New Deal. Je pense que c'est quelqu'un qui était profondément aristocrate, qui ne portait pas la démocratie dans son cœur et qui voyait évidemment cette Amérique des années 20-30 de la même façon peut-être qu'un Tocqueville l'a pressenté. C'est-à-dire finalement vous savez, de ces individus qui tournent sur eux-mêmes finalement à la recherche de leur propre plaisir, quoi. Et c'est peut-être ça, c'est ce spectacle qu'il avait peut-être constamment sous les yeux. Et une forme de prévision, en effet, d'une forme de totalitarisme démocratique qui allait poindre. Il nous reste très très peu de temps, messieurs. Jean Montalt, vous vouliez rajouter quelque chose dans cet ordre d'idée ou un autre ? Oui, c'était un peu sur ce sujet. On parlait des contradictions. Il adhère à des thèses racistes, mais il adhère aussi aux thèses de l'antisémitisme. Mais en fait, c'est très abstrait, parce que la femme qu'il épouse, Sonia Green, est juive. Bien sûr. L'un de ses meilleurs amis, Loveman, est juif. Bien sûr. C'est finalement très lointain. Je pense par contre que son racisme reste quand même quelque chose de viscéral et d'instinctif. On retrouve avec des déchaînements de violence verbale, que ce soit dans La Nouvelle Lui, Odeur à Red Hook. Donc on retrouve ça aussi dans son œuvre littéraire. Mais c'est vrai qu'il y
il y a toujours cette retenue. Ça reste en effet un aristocrate. Bien, messieurs, vivement merci pour cette émission, pour vos propos. J'espère que nous vous aurons donné envie de redécouvrir, de relire ou de découvrir tout simplement Lovecraft, cette personnalité donc contradictoire, à la fois très rigoureuse, peut-être même d'une certaine manière assez puritaine, mais créatrice d'un univers évidemment et d'une vision du monde tout à fait hors norme et j'en reviens au mot du début, fantastique bien entendu. Merci de votre attention, à très bientôt.